à tous et soyez les bienvenus. Merci de nous rejoindre sur Europe 1 pour faire ensemble le tour de la question. Bonjour Julie. Bonjour Wendy. Voilà, plaisir de vous retrouver pour ce vendredi encore autour de sujets liés à l'actualité et à l'ère du temps, des sujets qui vous feront réagir, je l'espère et je le pense, puisque nous allons parler d'abord de notre consommation, de l'alimentation, alors que le Salon international de l'alimentation ouvre ce week-end à Paris. On s'interroge ensemble sur notre politique anti-gaspillage en France, et pas seulement à la maison, mais aussi à la cantine, au restaurant, à l'hôpital, pour les grandes surfaces, pour les boulangeries, les épiceries. Quelles sont les actions menées au quotidien pour moins dépenser? Est-ce que nous sommes d'ailleurs de bons élèves en la matière? Eh bien, vous nous appelez pour réagir au standard d'Europe 1 et dès maintenant, Julie, on vous écoute. Oui, au 39 21. On attend vos appels. Vous pouvez également nous joindre via Twitter avec le hashtag Europe 1. Et puis, à 10h, si vous êtes parisien aujourd'hui ou demain, si vous êtes fan de chansons françaises et internationales, n'hésitez pas à aller pousser la porte de Drouot. Demain, la salle des ventes organise une vente aux enchères inédite. Des costumes de scène de Johnny Hallyday au basket de tennis de Claude François, en passant par le livret de baptême de René Charles, le fils aîné de Céline Dion. On trouvera de tout dans cette vente aux enchères. Mais évidemment, ça parle aux collectionneurs. C'est parti jusqu'à 11h. 9h, 11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Et avec cette campagne de sensibilisation anti-gaspillage qu'on relaie aujourd'hui, avec une urgence, si je vous donne ce chiffre-là, 10 millions de tonnes de denrées alimentaires finissent à la poubelle chaque année en France, c'est énorme. Et nous jetons même 2 millions de tonnes de nourriture encore consommable. À l'échelle d'une semaine, c'est l'équivalent pour chacun d'entre nous d'un repas frais et sain qui termine directement à la poubelle. Ce sont des chiffres qui doivent nous engager et nous encourager une fois de plus à l'action. Christopher Killian est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous vous surnommez, vous vous qualifiez céréales anti-gaspilleur. Ça me plaît ça, tout de suite. J'aime bien. Tout de suite, ça plaît. Écoutez, non, je suis un citoyen normal, je suis passionné de lutte contre le gaspillage alimentaire. Oui. Mais en fait, j'ai petit à petit développé plein de petites astuces pour lutter contre le gaspillage alimentaire à la maison. Parce que vous n'étiez pas bon élève non plus. Non, j'étais comme tout le monde, comme vous, quoi. Voilà, on gaspille, on s'en rend pas compte. Et en fait, avec des petites astuces, et on arrive très rapidement à lutter contre le gaspillage alimentaire facilement. Oui, et vous allez nous aider à en savoir plus sur tous les domaines concernés justement par le gaspillage, car vous avez fondé une plateforme qui s'appelle 16octobre.fr. On y reviendra sur cette date également. Éric Lepêcheur est avec nous, président de Restoco, réseau interprofessionnel de la restauration collective. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes un œil et une expertise essentielle parce que ce Restoco distribue les entreprises, les cantines, les hôpitaux. Et là, il y a un gros boulot à faire en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Hein. Oui, il y a d'autant de travail que d'autant de personnes, puisque finalement c'est 3,6 milliards de repas par an. Donc vous imaginez qu'il y a de la consommation tous les jours et qu'il est nécessaire effectivement d'y travailler. Oui. On est au carrefour de semaines particulières sur le sujet. Lundi, le 16 octobre, donc c'était la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Dimanche, c'est l'ouverture du Salon international de l'alimentation. Première question ou information à tous les deux, messieurs. D'abord, est-ce qu'on gaspille trop parce qu'on achète trop ? Christopher Killian. Écoutez, la question, elle est pourquoi, qu'est-ce qu'on consomme et pourquoi on consomme. Aujourd'hui, on est dans une situation, on a de la chance, on est dans une situation, on a une denrée alimentaire qui est disponible. Et donc, vu qu'elle est disponible et pas chère, et ben donc, on l'achète. Et forcément, vu qu'elle est pas chère, on la gaspille. Voilà. Elle peut être chère ou pas chère, c'est-à-dire que c'est aussi une question de moyens. C'est peut-être même parfois un problème de riches, j'allais dire, le gaspillage alimentaire. Dans les familles modestes, on gâche pas grand-chose. Hein. En fait, la part de l'alimentation dans les ménages, de consommation dans les ménages, fait que baisser. On consommait, c'était 30% il y a 30 ans. Aujourd'hui, on est aux alentours de 14, si je ne me trompe pas. Oui. Donc en fait, l'alimentation prend une part de moins en moins importante dans notre panier de biens. Oui. Et donc, elle a moins de valeur. Et donc, on la gaspille plus. Ah oui. Donc ça veut dire aussi, Éric Lepêcheur, qu'on ne manque pas de denrées en France. On a moins de culture de la rareté. On a moins cette culture d'aliments à préserver, justement parce qu'on n'en manque pas. Vous l'avez dit il y a 2 secondes, on est un pays riche. Donc du coup, on considère qu'effectivement, à partir de là, on peut pas tout s'acheter, parce qu'évidemment chacun n'a pas le même pouvoir d'achat, mais en tout cas on donne plus la même valeur aux produits fabriqués et même aux acteurs qui le fabriquent. Je pense aux agriculteurs particuliers. Le respect du produit, on n'a pas connu le manque, Dieu merci d'ailleurs, peut-être on n'a pas eu ces guerres précédentes qui nous ont fait prendre conscience de la rareté du produit, et donc je crois que nos citoyens
puisque c'est avant tout à eux qu'on parle aujourd'hui. Nos citoyens ont oublié l'importance et la qualité du produit qui sont dans nos assiettes. Oui, et d'ailleurs on les interroge, les citoyens. Vous pourrez agir dès maintenant au 3921. On vous a posé une question Facebook et on a déjà des témoignages de cet acabit, Julie. Sur gaspillage alimentaire, vous sentez-vous concerné? Oui, à 60%, avec des témoignages comme celui de Joël. J'ai horreur du gaspillage. Je suis allée en pension pendant 5 ans dans les années 55-60. On nous apprenait la valeur des choses. Il n'était pas question de gaspiller quoi que ce soit. J'en ai gardé un bon souvenir. Et avec les restes, maintenant, on peut toujours faire une quiche ou une pizza. Et surtout, utiliser les aliments bien avant qu'ils ne s'abîment. Question d'organisation, tout simplement. Oui, question d'organisation et question d'éducation aussi, Christopher Killian. L'éducation, ça commence par là. On a un représentant de la restauration collective, donc des écoles notamment. Moi, je développe l'idée que demain, la cantine, notamment la cantine scolaire, ça doit être un endroit où on apprend à manger. Bizarrement, à l'école, le prof de maths, il connaît les maths, le prof de français, il connaît le français, mais à la cantine, on n'apprend pas aux enfants à manger, alors que manger, c'est ce qui nous constitue. Oui. Et donc, le gaspillage alimentaire, dans cette culture de l'alimentation, c'est un super biais d'entrée pour parler aux enfants de qu'est-ce qu'on mange, pourquoi on mange, comment ça pousse, comment on le produit. La valeur de la nourriture, comment on la choisit aussi, comment on apprend à ne pas la gâcher. Vous avez de bons exemples en vitrine, vous, notamment dans les restaurants d'entreprise, Éric Le Pêcheur. Hein. Les entreprises, mais les écoles aussi, les deux. Aussi parce que finalement, on pourrait penser qu'on a juste les enfants à éduquer ou à former. Malheureusement, je suis aussi à l'université d'Orsay avec des grands chercheurs. J'ai fait aussi ce travail. C'est même plus une question d'âge. C'est une question de concept, d'idées. Qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser alors par exemple nous, dans l'espace où j'occupe aujourd'hui, c'est très simple. J'ai en 2012, au regard du texte qui a été voté pour faire le tri et la valorisation des déchets, sensibiliser les acteurs à ce qu'ils jetaient. Et donc, très simplement, on a mis en place une table à l'entrée du restaurant avec 150 kilos de déchets qui étaient produits tous les jours à chaque repas pour effectivement se rendre compte des volumes. C'est considérable. En tout cas, le visuel est impressionnant avec des chiffres cohérents. Et du coup, à l'issue de ce petit passage pour un peu les interloquer et les sensibiliser, on a mis en même temps le tri à la sortie du self-service. Oui. Une première. La surprise a été immense. Mais je jette autant. Parce qu'évidemment, quand on fait l'acte de tri, on se rend compte que dans notre assiette, il en reste, que sur notre plateau, il en reste. Et même les chercheurs ont été pour le moins interloqués de dire je ne pensais pas qu'on jetait autant. Donc je crois que ce premier geste de 2011 et 2012 par l'arrêté a été déterminant pour prendre conscience. Et à partir de là, on peut travailler sur le reste. C'est-à-dire comment fait-on pour faire mieux. Et il reste du travail parce qu'on est loin d'être en avance en la matière de lutte contre le gaspillage alimentaire en France. On en parle avec vous à la veille du Salon international de l'alimentation. Que dit la dernière loi en la matière justement? On peut faire aussi le bilan 18 mois après cette loi qui engage vraiment différemment les acteurs à agir. On vous écoute si vous avez un témoignage à nous livrer. Je pense aux boulangers, je pense aux traiteurs. Appelez-nous au 3921 pour nous dire ce que vous faites vous de votre surplus. N'hésitez pas, on vous écoute au standard avec Julie. On fait le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe FR. Nous parlons jusqu'à 10h du gaspillage alimentaire et de cette loi qui date de 2016, qui régit ce gaspillage. Absolument. On parlera avec nos invités, Éric Le Pêcheur et Christopher Killian, aussi de la toute dernière loi agriculture et alimentation votée il y a 3 semaines. Mais en effet, le 11 février 2016, le Parlement s'engage avec cette loi relative à la lutte contre le gaspillage, qui a provoqué quand même un changement dans le comportement des Français, avec notamment une hausse de 22% des dons aux associations d'aide alimentaire en France. J'allais dire il était temps, mais peut-être vous allez nous dire quand même on faisait des choses avant. Christopher Killian, fondateur de la plateforme 16octobre.fr, 16 octobre comme la journée du gaspillage, et Éric Le Pêcheur, président de Restoco, réseau interprofessionnel de la restauration collective, qui concerne aussi bien les entreprises, les cantines scolaires que les hôpitaux. Cette loi, elle insistait d'abord sur la prévention, on disait qu'il commence à l'école, mais elle encadrait aussi et facilitait l'utilisation des invendus propres à la consommation, par le don ou par la transformation. Et là, évidemment, on pense aux grandes surfaces et on pense à ces images hallucinantes de bennes avec des produits encore consommables qui étaient javelisés pour qu'il n'y ait pas de vol.
Pour des raisons et sanitaires. là, on se disait, mais on marche sur la tête. Il y a des gens quand même qui meurent de faim. Il y a les restos du cœur. Et Patrice Blanc, président, sera avec nous dans un instant. Et on met de la javel sur des produits consommables. Ouais. Alors c'est compliqué la grande distribution parce que on a deux problèmes. On a d'un côté ces gens qui donc sont en nécessité du don alimentaire. Oui. Il y a 4 millions de personnes qui dépendent du don alimentaire en France. Ça monte tous les ans. Et puis il y a la question de pouvoir d'achat. Donc on voit ces poubelles pleines, on est choqué, effectivement. La loi sur le gaspillage alimentaire de 2016, elle fait deux choses. Elle hiérarchise la lutte contre le gaspillage alimentaire. On réduit d'abord, on donne ensuite et on composte, on méthanise à la fin. Et elle oblige les grandes surfaces d'une certaine taille de donner leurs aliments invendus si et seulement si une association fait la demande. Et elle interdit aussi les javelisations et ce qu'on voyait. Voilà. Oui, quand même. Ça veut dire que cette méthode était abjecte. Cette loi, elle a eu deux rôles très importants. C'est donc d'augmenter le don alimentaire, comme on l'a dit, mais aussi de susciter l'intérêt du grand public. Et je pense que cette loi, elle a été l'aboutissement de 4 ans de réflexion qui ont été initiés en 2012 par Guillaume Garot, le ministre de l'agroalimentaire de l'époque, et qui ont permis de faire naître ce sujet auprès du grand public. Et ça, c'est vraiment important, en plus de la loi en elle-même. Patrice Blanc, vous êtes avec nous en ligne, président des Restos du Cœur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, je ne sais pas comment votre association, les Restos du Cœur, s'est située juste après le vote de cette loi. Si vous vous êtes inscrit dans ces associations qui allaient faire la demande justement auprès des grandes surfaces, racontez-nous ce que ça a changé pour vous depuis 18 mois. Alors, nous étions déjà présents auprès des grandes surfaces avant le vote de la loi. L'avantage de la loi, c'est effectivement, comme l'ont dit les interlocuteurs précédents, ça a vraiment boosté la question et ça l'a mise sur la place publique. Mais je dirais ce qui est presque aussi important que la loi, ce sont les décrets d'application qui ont suivi la loi après, qui précisaient les conditions dans lesquelles se mettait en place cette obligation de proposition. Puisqu'il faut bien insister sur le fait que c'est une obligation qui s'impose aux grandes et moyennes surfaces de faire cette proposition à une association qui, elle, peut accepter ou pas, selon la capacité qu'elle a d'utiliser ces produits. Bien sûr, et évidemment, les produits qui sont fournis doivent être des produits de qualité et avec une durée minimum d'utilisation pour que le transfert, si vous voulez, du tri ne soit pas à la charge de l'association. Sinon, ce serait absurde. En tout cas, ça vous a facilité la tâche, si j'ose dire, pour les Restos du Cœur, voilà, d'avoir cette transparence lorsque vous voyez, pour revenir sur ces bennes alimentaires, justement, javelisées. Là, pour vous, c'était un crève-cœur pour une association comme la vôtre qui distribue des repas au quotidien. C'était un vrai scandale. Donc voilà, au moins on a commencé à encadrer mieux les choses. Et je signale, Patrice Blanc, que la campagne des restos commence fin novembre. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. C'était important d'entendre la voix d'une association. Vous encouragez encore les pouvoirs publics à avancer dans ce domaine, Patrice ? Oui, absolument. Pour nous, c'est très important. Et il est important maintenant que 2 ans après cette loi, il y ait un rendez-vous pris avec le ministère de l'Agriculture et tous les acteurs de la grande distribution et aujourd'hui de la restauration collective pour faire un bilan de la façon dont les choses se passent, là où ça coince, ce qu'il faut améliorer, là où ça marche très bien, de mettre en avant des endroits où ça fonctionne bien, pour que ce soit un exemple pour les autres villes. Merci Patrice Blanc. Christopher Killian, avant une petite pause. Je rajoute que en fait, le don alimentaire, c'est compliqué. Il faut des bénévoles, il faut des camions frigorifiques. Il faut une structure d'organisation. Voilà. Donc donner, c'est bien, mais pour ça, il faut qu'on ait des gens pour récupérer. Et donc ça, c'est pas facile. Gaspillage alimentaire égale pas don. Il ne faut pas faire le lien direct. On peut faire le lien quand on a des associations en face qui sont si structurées que les Restos du Cœur. Et ils font un travail magnifique. On entendra une autre fondatrice d'association, les Frigos Solidaires, tout à l'heure justement. Et n'hésitez pas, si vous êtes à l'initiative aussi justement de solidarité du genre pour lutter contre le gaspillage alimentaire, cette émission est aussi la vôtre. Si vous êtes boulanger, si vous êtes épicier, si vous êtes traiteur, que faites-vous par rapport au gaspillage dans vos propres boutiques ? Vous témoignez, on vous attend également sur le hashtag. Bien sûr, hashtag Europe 1 et le standard 3921, 50 centimes la minute. À tout de suite sur Europe 1. 9h, 11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Le
gaspillage alimentaire. Lutter contre ce gaspillage, c'est d'abord contrôler sa propre consommation. Wendy Bouchard. Ah oui, on en parle avec Christopher Killian, anti-gaspilleur, citoyen engagé sur le sujet, qui a fondé la plateforme 16octobre.fr. Vous allez nous dire ce qu'on trouve sur cette plateforme précisément. Éric Lepêcheur, président du réseau interprofessionnel de la restauration collective. Cela concerne les entreprises, les cantines scolaires, les hôpitaux. Et nous avons bientôt Anthony au standard qui a été hospitalisé tout récemment et qui voudra nous parler justement de la cuisine à l'hôpital. On a des réactions sur le Twitter d'Europe 1, Julie. Oui, et un comportement exemplaire que l'on doit à Locotte qui nous écrit « Je fais le week-end les menus de la semaine et n'achète que les ingrédients nécessaires. Résultat, on gaspille beaucoup moins qu'avant et en plus, on fait des économies non négligeables dans une famille de 4 personnes. » Absolument, parce qu'il y a la loi d'un côté, très bien, qui engage un certain nombre d'acteurs. On parlait de la grande surface tout à l'heure, mais il y a aussi notre propre rapport à la nourriture. Revoir et rationaliser ce rapport à la consommation. Rationner peut-être pas, mais du bon sens. Du bon sens. Ouais. L'idée, c'est qu'on a oublié ce qu'on consommait. Et aujourd'hui, on se questionne tous sur l'alimentation, il y a des questions de santé, on veut du bio, du local, on s'interroge sur l'agriculture en général. Donc l'idée, c'est de retrouver du bon sens et donc de changer ses habitudes. Oui, mais alors les habitudes maintenant, c'est de faire ses courses le samedi. La plupart des gens remplissent leur frigo le samedi dans des caddies de plus en plus grands. Ça déborde, donc on achète trop, on fait mal le calcul, quoi. On en profite, on remplit le caddie, on va à la maison et la moitié des choses ne seront pas consommées dans la semaine. Le premier conseil que je donne aux auditeurs, c'est de vider leur placard et regarder ce qu'il y a dans leur frigo. Notamment avant de faire les courses. Les frigos de plus en plus grands aussi. Les frigos de plus en plus grands. Oui. Typiquement, on fait les courses le samedi. Voilà. Une famille de 4 personnes, avec deux parents qui travaillent, ils font les courses le samedi. Donc, le vendredi soir, on sort, on va voir les parents, les amis. Donc, le jeudi soir, on fait un repas anti-gaspi. On regarde ce qu'on a dans notre frigo, on fait un repas anti-gaspi. Le vendredi, on sort, on s'amuse, on commande des pizzas. Et le samedi, on va faire des courses. L'idée, c'est qu'on sait ce qu'il y a dans notre frigo. On le prend en photo, par exemple. On a tous des smartphones, on le prend en photo. Et quand on arrive pour faire les courses, on n'a plus qu'à regarder notre smartphone et on fait nos courses, voilà, en bonne intelligence. Jean-Seb Desmarais sur le hashtag Europe 1 nous dit parfois les consommateurs sont quand même obligés d'acheter plus que nécessaire. Or, l'achat en vrac pourrait aussi permettre de réduire le gaspillage alimentaire. Alors, un achat en vrac, pour le riz, pour les pâtes, pour les céréales, est-ce que ça change la face? Là, transparent, et puis on en voit de plus en plus. On a des cuillères ou des louches et on remplit des sachets. J'achète presque tout en vrac. Mais acheter en vrac, c'est le maraîcher, par exemple, aussi. On pense toujours au riz ou aux pâtes, mais le maraîcher du coin, c'est en vrac. Il suffit d'avoir des sacs. C'est vrai que je trouve que de prendre conscience que l'on gaspille est déjà en soi exceptionnel. Enfin, à notre époque. Et puis du coup, je refais le lien à ce qui se disait précédemment, c'est que du gaspillage découle une approche globale. Et cette approche globale, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, et d'ailleurs c'est bon exemple aujourd'hui parce que nous sommes juste après cette émission, moi je suis à Rungis et nous menons à Rungis nous faisons le lien entre le monde agricole, les céréaliers de l'Île-de-France, vers le monde des grossistes, des distributeurs, de la restauration, de la grande et moyenne distribution aussi, pour faire ce lien entre le produit que je peux remettre en terre et de nouveau avoir à disposition en proximité, en local, en Île-de-France, vers les acteurs qui en ont besoin. Qui sommes nous, évidemment, tous acteurs, quelle que soit notre position en GMS ou en restauration collective. GMS, et donc, c'est quoi ? La grande et moyenne distribution, excusez-moi. Et donc, du coup, là, on est en train de recréer les conditions d'une production locale, avec donc, du coup, une facilité d'accès, beaucoup plus proche que de nous, et donc renouveler avec l'idée, et ça se voit un petit peu tous les jours, à refaire vivre nos marchés de plein vent, comme on avait avant, avec des paniers à MAP, etc., etc. Et du coup, on revient vraiment à des process qui sont mieux, plus favorables évidemment à l'environnement. On va même jusqu'à réfléchir, ce qui n'est pas nouveau en soi, mais on se repose des questions d'existentiel probablement. On revient aux conserves. Aux conserves parce qu'on a oublié qu'on faisait de conserves nos grands-mères, comme les confitures. Donc on revient à l'idée que même si on doit acheter des produits de saison, eh bien profiter de la saisonnalité avec un apport conséquent de produits pour faire des conserves et utiliser ces produits pour l'hiver. Mais ça, à titre particulier, Éric Lepêcheur, Christopher Killian, c'est formidable, mais la prise de conscience du gaspillage et de la lutte contre le gaspillage, elle est très récente. C'est quoi? C'est 2012, moi je le situe. Vous vous rendez compte? Donc il aura fallu quand même attendre que les pouvoirs publics aussi s'interrogent, parce qu'il y a les citoyens d'un côté, mais il y a tous ces grands réseaux dont on va parler, aussi les hôpitaux, les cantines qui ont un travail d'aggiornamento énorme à faire. Sur les hôpitaux, nous on est dessus actuellement. D'ailleurs, le ministère de la Santé nous a permis d'atteindre l'idée qu'on puisse accompagner 3 établissements pour justement redonner du sens à l'hôpital.
40% des produits vont à la poubelle à l'hôpital. Les chiffres de l'ADEME, c'est 367 grammes par jour par personne. C'est 2 fois plus qu'en restauration scolaire. Le problème, c'est pas les techniciens qui y sont à l'hôpital, ils sont très performants. Le problème, c'est qu'on est sur une surproduction, c'est-à-dire que la demande est mal exprimée. Et ben voilà, l'hôpital, on va en parler juste après la pause. Anthony a été hospitalisé récemment, il veut témoigner sur le sujet. 40% des produits consommés à l'hôpital, vont à la poubelle directement. Ça, c'est quand même un chiffre qui nous fait encore sursauter en 2018. On se retrouve avec nos invités Christopher Killian et Éric Lepêcheur sur Europe 1. Tout de suite, Julie. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe. Au chapitre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, il y a la restauration collective, à l'hôpital en particulier. Oui. Enjeu essentiel pour cette lutte contre le gaspillage alimentaire. On fait le tour de la question sur ce sujet jusqu'à 10h avec Christopher Killian, fondateur de la plateforme 16octobre.fr, jour de la lutte anti-gaspillage, et Éric Lepêcheur, président de Restoco, réseau interprofessionnel de la restauration collective. Vous vous occupez donc en particulier des hôpitaux, Éric Lepêcheur. Et Anthony veut témoigner sur le sujet. Bonjour Anthony. Oui, bonjour Wendy, bonjour Julie, bonjour à tous. Eh bien, d'abord vous allez mieux Anthony, parce que je lis que vous avez été hospitalisé dans le Finistère. C'est ça, ouais, pendant 15 jours, oui, c'est l'histoire ancienne, ça va. Bon, très bien. Mais vous avez constaté, sur le sujet qui nous concerne, des choses qui ne vous ont pas plu du tout. Oui, alors moi j'ai connu qu'un seul service, il faisait à peu près 30 patients, et il y avait à peu près l'équivalent d'un sac poubelle 30 litres à chaque repas, donc matin, midi et soir, qui était rempli. Les repas étaient conçus par professionnels, et donc la portion était prévue par patient. Si on en voulait un petit peu moins, on était d'accord, mais par contre, si on en voulait plus, les infirmières refusaient en disant que c'est prévu comme ça, et par exemple, sur le pain, il est prévu 2 tranches de pain par personne, et donc on est table de 4. Si la table d'à côté n'a pas fini son pain, il sera jeté. Par contre, moi, si j'en veux 2 tranches de plus, il n'est pas question que je prenne sur la table d'à côté. Pareil pour le reste, si je veux un peu plus de pâtes ou pas. Oui, c'est pas une histoire drôle, malheureusement. Ouais. Ils préfèrent jeter le truc plutôt que de donner à ceux qui ont un peu plus faim, et le sac poubelle est rempli. Alors, je me suis permis quand même de leur dire que il y a des impôts à tous qui payent ça en plus de gaspiller de la nourriture. Mais non, 30 litres quand même par repas et par jour. Oui, ça, évidemment, ce sont des images qui nous choquent aujourd'hui en 2018. Éric Lepêcheur, vous connaissez ce sujet-là, vous y travaillez. C'est pas les seuls, parce que moi j'ai ma grand-mère qui est à l'hôpital, on lui a mis une pomme sur son plateau et elle a jamais pu la découper, sa pomme, donc elle a été à la poubelle. Vous voyez, c'est scandaleux. Moi je pense le constat maintenant il est clair, il a été fait. Moi je suis membre des interprofessions devant le ministre Le Foll, j'ai rappelé des données claires. La dépense à l'hôpital, à l'alimentation, c'est 1% en dépenses. Ça veut dire que ça ne peut pas être le vecteur d'économie. Et donc c'est pas là-dessus qu'il faut jouer, c'est véritablement repenser le système de l'hôpital. C'est les meilleurs techniciens à l'hôpital. Alors, on a vraiment des hôpitaux qui sont à la hauteur de nos espérances en termes de soins, sauf que à l'arrivée on a passé plus de temps à faire de la technique que de l'humain. Et donc moi ce que je souhaite, c'est remettre le patient au cœur de la vie de l'hôpital. Et à travers ce cœur d'hôpital, c'est repenser le modèle de distribution du repas et aussi le contenu du repas. Le problème, c'est que c'est pas bon du tout. Et donc, le ministère de la Santé nous a financé, nous accompagne sur ce projet. On va le lancer le 1er janvier. Il y a 40 hôpitaux qui ont été retenus. On va faire l'expérience sur 3 et changer le modèle. Sur de l'ambulatoire, sur une journée. Pourquoi faire des menus régimes? Ça sert à rien. Oui. On est bien d'accord. En revanche, à l'inverse, quand vous êtes malade, convalescent, que vous n'avez envie de rien manger, qu'on vous sert des plats en sauce dégoulinants, il y a quand même un petit problème. C'est pas qui conçoit les plats, mais vous avez juste envie de riz et de bien sûr, il faut modifier l'offre et être plus adapté et adaptable au regard du besoin et de la nécessité du convive. Oui. Et en tout cas du patient. Donc il faut repenser. C'est pareil. Manger dans un lit, je ne sais pas si vous l'avez fait, moi ça me gratte les fesses de manger dans le lit avec les miettes de pain. Donc il faut arrêter de ce concept et repenser le patient, non plus dans son lit ou dans un système uniquement de soins, mais repenser aussi dans sa valeur humaine. Je pense que quand on est malade, on a aussi besoin de parler avec les autres. Et le lien social dans l'hôpital, c'est aussi un bon vecteur de remise en situation. Et donc c'est vous qui, en tant que responsable de Restoco, avec 30 000 adhérents, qui vous occupez à la fois des écoles du primaire, des lycées, des maisons de retraite, des hôpitaux, allez poser les points sur la table en disant on avance maintenant, parce que exactement. Mais ça veut dire que personne n'avait pris conscience du problème avant. Si, tout le monde a conscience, sauf qu'on est trop souvent en train de le dire, mais ne rien faire. Nous, on a dit stop, on arrête, on ne va pas attendre les lois. Donc on a proposé au ministère cette opération
garçon-là, on va l'accompagner pendant une année et on apportera la preuve qu'on peut faire mieux. Voilà, je crois que c'est aussi nous, notre capacité, association, individu, personnel, tous autour de la table. Et à un moment donné, il faut arrêter de baisser les bras et dire oui, mais, ça on l'entend tous les jours. Il faut réussir à convaincre vos adhérents aussi, en fait. Mais je crois que nos adhérents qui sont des ingénieurs et les cuisiniers le voient au quotidien, le dispositif. Sauf que quand vous êtes dans un milieu hospitalier, la dernière roue du carrosse, c'est bien la restauration. Hein, c'est pas. Moi, je vais jusqu'à constater que quand on fait une économie de gaspillage dans les hôpitaux, on réutilise cet argent pour le soin. Ouais, je veux bien, alors si on fait une économie dans l'assiette. C'est 1% du budget en plus. C'est juste que c'est mal fait, qu'il y a une surproduction, qu'il y a une mauvaise qualité quand même, il faut le dire les choses clairement, de la nourriture de la qualité dans les assiettes à travers le gaspillage. Pour éviter de jeter 40% des aliments distribués à l'hôpital au quotidien. Merci pour cet univers de l'hôpital. On va revenir aussi aux préoccupations des citoyens avec Sylvie, elle est traiteur à Paris, dans le 16e. Elle va nous expliquer comment elle lutte, elle, au quotidien. Et Romain, qui travaille pour un gros groupe industriel alimentaire, veut également réagir. On parle de la lutte contre le gaspillage avec nos invités et vos témoignages sont très éclairants. Merci à Anthony de nous avoir livré le sien. À tout de suite, Julie. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. À la veille du Salon international de l'alimentation qui ouvre ce week-end à Paris, nous nous interrogeons sur notre politique anti-gaspillage en France, à la maison, à la cantine, au restaurant ou encore à l'hôpital. Oui, on vient d'en parler de l'hôpital, mais maintenant revenons sur la solidarité qui doit s'organiser entre tous ces acteurs, citoyens, grande distribution aussi, les initiatives qui essaiment un petit peu partout aussi en France. Christopher Killian est avec nous. Vous avez fondé la plateforme 16octobre.fr. En quelques mots, qu'est-ce qu'on trouve dessus pour nous éclairer sur Internet ? Alors la plateforme 16 octobre, c'est un projet de réunir tous les acteurs de la lutte contre le gaspillage alimentaire sur un même site. C'est-à-dire que région par région, on pourra retrouver toutes les initiatives de lutte contre le gaspillage alimentaire, les assos, les startups, les applications mobiles, etc. D'accord. Et aujourd'hui, c'est déjà un site avec plein d'articles où on fait des petits tests de recettes, par exemple la queue de brocoli qui se mange très bien. Je vous invite à tester. Et aussi, on fait des articles plus généralistes. On a tendance à manger la tête, c'est ça que vous voulez dire. Mais la queue se mange très bien, on l'épluche et on la mange. Et puis, on fait aussi des découvertes d'initiatives, d'associations, de startups, de belles actions et des articles de fond sur la restauration collective, très bien, sur le gaspillage alimentaire. Alors, aura-t-elle eu besoin de cela ou pas, Sylvie, pour engager la lutte contre le gaspillage alimentaire dans sa boutique? Bonjour madame. Oui, bonjour Wendy. Vous êtes traiteur à Paris dans le 16e, Sylvie, et vous êtes mobilisée dans cette histoire. Boutique, c'est un traiteur qui fait des petits déjeuners et déjeuners livrés qui s'appelle Good Morning. Très bien. Et donc en fait, en fin de journée, quand il nous reste en effet quelques surplus, ça peut arriver, on s'adresse à l'association Aurore qui est boulevard Exalmans, c'est dans le port d'Auteuil, qui est une très belle association. Et quand on peut, écoutez, les chauffeurs, tout le monde se mobilise pour leur apporter en fin de journée ces plats. C'est très bien. Donc vous avez trouvé une proximité locale avec cette association. C'est pas trop compliqué pour vous. Et ça veut dire que vous arrivez à jeter moins, à donner de plus en plus. Comment ça se passe en proportion à peu près? Tout à fait, en proportion. Oui, avant, en effet, c'était malheureusement, ça partait souvent au rebut. Et aujourd'hui, il est clair que soit on va à Auteuil, soit on va à Exalmans. Oui. Et c'est allé même plus loin, puisque avec cette association, on a mis en place également des dons de vêtements, puisqu'on a tous nos jeunes qui travaillent dans notre entreprise, qui sont très volontaires, apportent des vêtements. Et puis pareil, on leur donne pour les personnes qui font partie de ces associations. Et jusqu'à de l'embauche, puisqu'on va intégrer un commis de cuisine de chez eux. C'est super. Voilà. Bravo. Donc voilà où ça peut aller. Eh bien, c'est bien. C'est un exemple qui nous inspire et qui nous engage. Merci Sylvie. Comme celui de Dounia qu'elle représente, Dounia Medboul, qui a fondé l'association Les Frigos Solidaires. Bonjour Dounia. Alors, c'est une association nationale. Est-ce que vous pouvez nous en raconter le principe, Dounia Medboul? Bonjour. Bonjour. Les Frigos Solidaires, qu'est-ce que c'est? Les Frigos Solidaires, c'est une association qui a vu le jour en décembre 2017 et qui permet donc aux commerçants partout en France d'accueillir un frigo en libre service, pignon sur rue, permettant aux commerçants de déposer leurs invendus, aux habitants toutes les denrées qui ne sont pas consommées quand vous partez en vacances ou en week-end, chose qui arrive assez régulièrement. Et donc, in fine, permettre aux plus démunis de se nourrir facilement et gratuitement. C'est-à-dire que on fait notre petite pack bien fait, bien hermétique, on le dépose dans un frigo. Alors, il y en a un peu partout en France ou surtout dans les grandes villes? Aujourd'hui, on en a 20 un peu partout en France, dans les zones rurales et dans les grandes villes également. D'accord. Qui en bénéficie? Parce que, pardon, mais moi, je pense toujours au comportement un peu vicieux des gens qui simplement voudraient resquiller. Là, en l'occurrence, vous savez que c'est bien fait, que ça va vraiment nécessiteux. Vous n'avez pas vraiment de moyens de contrôle.
Non, après, on apprend aux commerçants à éduquer les bénéficiaires, les personnes qui viennent se servir, apprendre à les connaître pour recréer du lien social avant tout aussi. Mais l'idée, c'est vraiment de s'informer sur leurs besoins sans justificatif, bien entendu, mais d'aller à la rencontre de ces personnes qui viennent se servir et leur expliquer s'ils ne sont pas avertis des bénéficiaires. Oui, des retraités, des familles nombreuses, des étudiants, des sans-abri, des personnes isolées. Aujourd'hui, la précarité en 2018 touche énormément de personnes, même des gens qui ont un toit. Et donc, c'est aussi pour ces personnes-là. Oui, je pense à Sylvie qui venait s'exprimer là à l'instant de Paris. Si elle veut un frigo, voilà, devant sa boutique, comment elle fait? Elle contacte votre association? Vous lui donnez le frigo? Enfin, il y a quelle aide logistique? Non, il y a quand même une démarche. Il y a un processus. Elle contacte l'association. Elle remplit une convention de partenariat, elle s'engage à entretenir le frigo quotidiennement. Enfin, il y a pas mal de points. Elle lance une cagnotte sur Hello Asso au profit des frigos solidaires. Elle doit récolter la somme de 1 300 €, ce qui va permettre de payer le frigo, le meuble en bois, la sérigraphie et la livraison. Une fois cette somme récoltée, on s'engage sous 15 jours, un mois, à lui livrer le frigo et on lance une grande soirée d'inauguration durant laquelle on va convier tous les contributeurs qui ont participé au projet, mais également tous les habitants, les acteurs majeurs de la ville dans laquelle elle est. Vous en faites vraiment un événement et très encadré. Voilà, tout à fait, qui est très encadré, qui permet donc à chacun de connaître les frigos solidaires. D'accord, et donc petit meuble en bois, ça veut dire que le frigo reste à l'extérieur, pas besoin de le rentrer tous les soirs. Alors, si, il est préférable tout de même de rentrer sur les horaires de fermeture, oui. Oui, bien sûr. Christopher Killian, vous connaissiez cette initiative? Très bien. Et ce projet, il est d'autant plus intéressant qu'il est essaimable extrêmement facilement. Le principe de cagnotte sur Hello Asso, il permet à n'importe qui, et notamment des lycéennes, de lycéennes, je crois que c'est en Lorraine, qu'on lancé leur cagnotte à elles et qu'on réussi à récolter les 1 300 € et qu'on mis en place ce frigo solidaire. Ah, c'est bien. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde et partout et très vite. Ça crée une jolie chaîne de solidarité. Merci Dounia. Les frigos solidaires, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur votre site internet. On a pas mal de réactions, Éric Le Pêcheur, vous qui vous occupez de la resto collective, avant de faire une petite pause, et notamment 1000 cantines. Le meilleur déchet, nous dit-on sur Twitter, 1000 cantines, est celui que l'on ne produit pas. Et 1000 cantines permet aux cantines de connaître à l'avance l'affluence et les plats choisis par les convives via un site, et ensuite les cuisines ne sortent des frigos que ce qui est consommé. C'est très, très rationalisé cette histoire. Vous les connaissez, cette application et cette association, Éric Le Pêcheur? Oui, je la connais un peu, mais finalement c'est ce qu'on essaye de prôner évidemment dans nos restaurants, parce que dès lors que le produit n'est pas sorti de la chaîne, qu'il n'y a pas de rupture chaîne du froid à 3 degrés, alors il peut être utilisé le lendemain. Et donc tout le travail de nos adhérents sur le terrain, c'est évidemment de gérer ces flux de produits au niveau d'un self-service, par exemple, pour qu'on n'ait pas de perte. Donc il y a une vraie réflexion là-dessus, et ça peut générer quand même beaucoup de gâchis, parce qu'une fois que c'est sorti à 3 degrés, là par contre, je ne peux même pas le redonner. Il y a un risque d'intoxication alimentaire si le produit se transforme évidemment à travers la chaleur. Donc il faut savoir anticiper. Exactement. Et donc là-dessus, c'est des vraies formations qu'on fait. D'ailleurs, on fait de la formation on a mis en place des formations de certificats de spécialisation en France, dans 12 CFA avec le ministère de l'Agriculture, justement pour former nos jeunes à tous ces enjeux-là. Et donc, c'est inclus dans notre thématique dès le petit âge, en tout cas on les prend au berceau, si je puis m'exprimer ainsi, pour que justement on puisse impliquer tous ces acteurs-là et prendre conscience que dès le départ, il faut faire attention. Donc on a vraiment ces formations continues dans les territoires que nous faisons à travers un centre de formation que nous avons, mais aussi cette formation initiale. Allez, on fait une petite pause et on va entendre le témoignage de Romain. Encore quelques minutes pour faire le tour de la question contre le gaspillage alimentaire. Julie, on vous attend. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Suite de notre débat sur le gaspillage alimentaire avec Wendy Bouchard et ses invités. Oui, tous coupables, tous responsables, tous concernés en tout cas. On n'est pas là pour pointer du doigt les responsables, mais pour aller plus loin dans cette lutte contre le gaspillage avec Christopher Killian, fondateur de la plateforme 16octobre.fr, qui vous donne plein de petits trucs et astuces pour être de meilleurs citoyens en la matière. Et Éric Le Pêcheur, lui qui engage aussi un renouveau à la fois des hôpitaux, des cantines scolaires, des restaurants d'entreprise sur ce sujet-là. Vous êtes président de Restoco. Nous avons messieurs Romain qui est avec nous au standard d'Europe 1. Il nous appelle du nord de la France au 3921. Bonjour Romain. Bonjour à tous. Alors merci vraiment de venir dans cette émission parce que vous travaillez pour un gros groupe industriel alimentaire et vous y êtes conseiller culinaire, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Oui, effectivement, je travaille auprès uniquement des collectivités. D'accord. Et quel est votre rôle? Alors, vous devez sensibiliser? Alors, tout simplement, donc, je fais tout ce qui est présentation produit, démonstration produit, des animations aussi auprès des des cantines scolaires et secteurs hospitaliers. D'accord. Pour les encourager à prendre les produits que vous représentez. Effectivement. Oui, et donc, vous vous rendez compte que ces acteurs-là n'ont pas conscience de la valeur des denrées qu'en l'occurrence, vous représentez? Non, pas vraiment. En fait, si vous voulez, j'intervenais vraiment sur le gaspillage alimentaire parce que simplement, moi, je démarche tout ce qui est donc les ingénieurs restauration et responsables restauration, entre autres. D'accord. Et effectivement, il y a une prise de conscience. Ils ont conscience de ça, du gaspillage alimentaire, mais c'est très compliqué pour eux de trouver les solutions, justement. Alors, je vois pas plus tard qu'hier, j'en parlais avec un secteur hospitalier qui me disait, on a une conscience chez nous, on essaie de diminuer un petit peu les grammages qui sont apportés à la patientèle et privilégier la qualité. Mais c'est quand même assez compliqué. Ils en ont conscience, mais il manque un peu d'informations à ce niveau-là. Je le trouve personnellement. Oui, vous considérez, Éric Lepêcheur, que les pouvoirs publics ne mettent pas assez de moyens pour vous permettre d'agir, en l'occurrence? Oui, les pouvoirs publics, et en particulier la gestion des hôpitaux sont tellement très difficiles, ils sont très tendus en termes de finances, que souvent on regarde des finances, on met des barrières. Enfin, sincèrement, il faut arrêter aussi là, quoi. Moi, j'ai visité à Nancy la semaine dernière un hôpital, ils jetaient beaucoup de pain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le calcul de la consommation et de ce qu'ils jetaient, et ils se sont dit, mais là, j'ai un temps plein, je vais recruter un boulanger, et maintenant ils font leur pain à l'hôpital. Et du coup, ils jettent plus de pain. Vous voyez, donc repensons la réflexion non pas sur uniquement le coût de l'alimentation dans un hôpital, mais dans son approche globale. Et alors là, on peut faire beaucoup de gains et revenir à de la qualité. Donc je pense qu'il faut lever ces barrières, c'est ce qu'on va essayer de faire nous. C'est difficile pour repenser le système. Parce qu'en l'occurrence, la restauration collective, c'était de grande ampleur. Absolument. Donc on a perdu peut-être le côté plus humain. On avait, mais même à Europe 1, on avait une cantine avec une cantinière. Voilà, il y avait un rapport, vous voyez, très humain, très direct aussi. Elle est bonne, la cantine de repas? Oui, elle est bonne. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a changé aussi dans l'organisation du personnel, des flux de personnel avec sa restauration collective. Oui, il faut arrêter de se mettre des barrières, repenser le système, vraiment être très ouvert et se dire, mais ça fait 30 ans que je fonctionne comme ça, je pense qu'il faut faut s'ouvrir. Et puis alors là, à partir du moment où on s'ouvre, on n'imagine pas toutes les recettes et toutes les bonnes surprises qu'on peut avoir. Donc voilà, je pense qu'il faut lever toutes ces barrières et repenser le financement d'un hôpital ou le coût d'un hôpital dans sa globalité. Hôpital, maison de retraite. Oui, alors là, il n'y a même pas de. Il n'y a pas de frontière. Quelle qu'elle soit. Moi, j'étais dans les Crous. Dans les Crous, on a pour habitude d'essayer de trouver aussi des subterfuges pour récupérer de l'argent. Des cafétérias, des brasseries, etc., etc. On peut récupérer un petit peu d'argent pour avoir une restauration sociale de qualité. Du coup, c'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent qui va d'un côté en bénéfice et qui va alimenter une restauration sociale de qualité. C'est exactement ce qu'on peut faire dans les hôpitaux. Pourquoi ne pouvons pas nous accueillir les accompagnants des patients, leur proposer un repas avec eux qui sera évidemment un peu plus cher, mais qui va effectivement faire un bénéfice pour alimenter un repas social et de qualité dans l'hôpital. Sincèrement, il faut repenser le système. Et là, vous le repensez avec nous sur Europe 1, mais aussi avec les députés et les ministres concernés. Donc ce que vous nous dites ici devrait être suivi des faits, quand même, on l'espère, pour la restauration collective. Éric Lepêcheur. On n'espère pas, on va faire ce qu'il faut pour atteindre l'objectif. Merci. Repensez aussi la valeur de l'aliment, ce sera le mot de la fin, Christopher Killian. La date de péremption, on peut consommer les yaourts 2-3 semaines après. Alors il y a une confusion sur les dates de péremption. Il y a les DLC, c'est les dates limites de consommation, donc c'est sur les produits frais, viande et poissons notamment, et laitage, certains laitages, où là on ne peut pas consommer après la date, à consommer jusqu'au. Et il y a les DDM, date de durabilité minimum, c'est un peu compliqué, qui sont à consommer de préférence jusqu'à. Et le problème, c'est que ces produits-là, qui sont des produits secs, des conserves, on peut les consommer bien sûr après. Le chocolat, par exemple, on peut le consommer après, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de questions sanitaires. Moi, j'ai consommé une conserve qui a été périmée depuis 2 ans. Bon, sans problème. Et ben voilà, aussi s'éduquer citoyennement à tout cela. Merci Christopher Killian. On renvoie sur votre plateforme 16octobre.fr. Merci Éric Lepêcheur. Merci à Dounia Medboul pour les frigos solidaires. On se retrouve dans un instant pour parler d'une grande vente aux enchères. On vous emmène à Drouot, Julie, et on va rêver autour de Johnny Hallyday, Claude François, Céline Dion, Barbara, Edith Piaf. Une vente aux enchères des objets, des objets liés à ces stars. Absolument. Avec Fabien Lecoeuvre, à tout de suite. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.